Bona nit. Moltes gràcies per la vostra assistència. Benvinguts a aquesta nova sessió del Fòrum de Debats. Ens perdonareu que tinguem una puntualitat pràcticament britànica i un control dels temps germànic, perquè com que el nostre conferenciant parlarà en francès, l'haurem d'anar traduint consecutivament i, per tant, per donar l'oportunitat que es puguin dir més coses i també que hi hagi espai pel col·loqui posterior, ho farem d'aquesta manera. Tenim aquí a la taula, a la meva dreta, el Nico Hirt, que és expert en temes educatius, un expert internacional en aquestes qüestions. No us explicaré el seu currículum, teniu una fitxa, també ho farem per guanyar temps, teniu una fitxa amb la descripció del seu currículum. A la dreta del Nico hi ha el Pep Palau, gastrònom, que es dedicarà a traduir-lo per nosaltres. I a la meva esquerra, el doctor Antoni Tort, professor de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, que em farà una breu introducció per situar una mica la problemàtica que després tractarà el Nico. Endavant, Toni. Molt bé. Bona tarda. Agraeixo la confiança del Fòrum de Debats de demanar-me que fes una petita introducció de context. Espero no espatllar-ho, perquè venim a escoltar el ponent. I, per tant, deixeu-me dir que des de fa ja un quant temps, moltes investigacions a Europa i al continent americà ens expliquen en detall com tota mena de fons d'inversions, fundacions, institucions filantròpiques, Fundació Bill Gates, Fundació Clinton, han entrat amb força en el camp educatiu. No tant per organitzar escoles elitistes, que ja les tenen, sinó per dirigir i gestionar les escoles de tothom. Ja no els interessa només tenir el caviar, que ja el tenen, hi ha un gastrònom aquí, els interessa controlar també el pa i l'aigua. Han entrat amb força en països en desenvolupament, estan organitzant sistemes educatius sencers a l'Àfrica i assagen processos de privatització de sistemes educatius, com a la ciutat de Londres o la Comunitat de Madrid, per posar exemples. La privatització dels serveis públics apareix com una panacea davant la suposada ineficàcia dels sistemes públics i tot això presentat de forma molt potent, amb lobbies que influeixen en els governs, amb màrquetings amb molta capacitat de foc. Segurament els sistemes educatius necessiten ser remoguts i millorats. Hi ha zones obscures, persones i entorns bunkeritzats, fossilitzats, hi ha actors que no s'entenen o que són reticents a qualsevol canvi, i és segur que val la pena tocar aspectes com qui fa de professor, professora, com han de ser les direccions dels centres, com s'accedeix a la professió, com s'avalua el professorat, què és això de l'autonomia de centres, si existeix o no existeix. Però, essent veritat tot això, que s'han de canviar coses, no és segur que l'alternativa sigui només portar l'educació al terreny del mercat i del benefici econòmic. S'intensifiquen tendències, ho estem veient en els estudis que fem, com es van desplegant missatges que abonen la idea que el finançament de les escoles ha d'estar en funció dels resultats dels alumnes, o que el sou s'ha de pagar més o menys al professorat en funció del resultat de l'alumnat. S'insisteix en externalitzar serveis molt rellevants, menjador, temps de lleure, atenció a persones amb dificultats, i es pressiona per tal que empreses amb afany de lucre dirigeixin la gestió docent i l'avaluació dels centres públics, inclús la formació del professorat. Veiem tendències com s'empeny que els centres lluitin per endur-se els millors alumnes, competint amb els altres centres. Això ja passa implícitament, però ara serà molt més evident, per tal que després puguin aparèixer en els rànquings que no apareixen en premsa especialitzada, apareixen a la premsa generalista. Es parla d'una fórmula màgica, que és l'autonomia dels centres, no tant que en realitat no serveix per aprofundir en la participació i la democràcia dels centres, sinó que serveix com a pur mecanisme de gestió dura i pura econòmica en un mercat de competició entre centres educatius. Són tendències cap a la reducció d'allò comú, dreceres cap a una educació low cost,
que en comptes d'enfortir una escola comuna de qualitat, oberta a l'entorn, potent, el que fa és empetitir-la. Com ha assenyalat Nico Hirt, el ponent d'avui, la pregunta fonamental que es fan alguns dels que prenen decisions avui als països capitalistes avançats és com han de ser els continguts i les pràctiques de l'educació, especialment en aquells anys d'escolarització que són comuns a tothom. Per tant, s'insisteix en intervenir en l'educació bàsica. I es tracta que es respongui a les tendències dels mercats i del mercat laboral. En aquesta visió, els temes no són només de governança, de govern dels centres, o els temes de finançament econòmic, sinó que intenten i pretenen incidir en models pedagògics i en pràctiques educatives perquè siguin assumides pels docents, per la població, per les famílies, com a naturals i bons. Això té a veure amb el que entenem com a legitimació de les hegemonies, etc. I, per tant, aquí apareixen l'aprenentatge per competències, la recerca en forma d'evidències, que, de fet, si posem dues evidències, el canvi climàtic i la crisi del 2008 ja n'hi hauria per tancar amb això, perquè això sí que són evidències de que anem la mar de bé. Però, en fi, deixem-ho aquí. Això de les competències, que es planteja com unes capacitats que s'han d'ensenyar actuant, performatives, es presenten com una evolució lògica de la psicologia constructivista o de les aportacions, les millors aportacions de la pedagogia del segle XX. Des del meu punt de vista, el meu, està a les antípodes d'això. Una cosa és el learning by doing, l'aprendre fent de Dewey, que tenia un substrat regenerador i democràtic en el canvi de segle en el Chicago de finals del segle XIX, a les millors experiències de les més rigoroses escoles actives que hi va haver a Europa i també a Catalunya, o, si voleu, a la idea d'escola única, que ara en diríem comuna, de Gramsci, quan no entenia o no acceptava la separació entre formació intel·lectual i formació professional. O quan el sociòleg Richard Sennett parla de l'artesà en aquesta impossible separació entre el saber autèntic i el saber fer autèntic. Per tant, segons com es plantegen les competències per part d'aquests poders econòmics, és una mena de catàleg de comportaments ahistòrics, sense base de coneixements, només per passar millor els tests, els rànquings o les proves PISA quan no es fa trampa. Però deixem-ho aquí. Adaptar-se al canvi, que és la gran finalitat, vol dir adaptar-se a un canvi on la precarietat és norma i, per tant, la gent no pot fer previsions a llarg termini ni poder pensar en un horitzó professional digne. Vaig acabant. Contra el fals i aparent sentit comú dels estàndards i la maximització dels resultats, diu un bon amic, Stephen Ball, professor de la Universitat de Londres, cal pensar seriosament i profundament sobre quin és el propòsit de l'educació, què vol dir ser educat, per què són i per què haurien de ser les escoles i els instituts, i fent-nos una pregunta clau, qui ha de decidir sobre tot això? Per tant, tenim la necessitat de qüestionar la lògica profunda des de la qual es construeixen aquests discursos, textos, polítiques, pràctiques. Tenim la necessitat d'escoltar-nos sobre el que l'educació pot ser, no només sobre allò que ha acabat sent. I, per tant, fugir de l'economicisme i reconèixer que l'educació és sobretot una qüestió política i democràtica. Repensar la relació entre l'educació, l'oportunitat, l'equitat i el benestar. I, per tant, ens hem de preguntar o qüestionar sobre quins processos d'ensenyament i aprenentatge volem desplegar. Si estan fonamentades en la cultura i el coneixement, o reduïm l'humanitat a la productivitat i a la calculabilitat. Convertim les relacions socials complexes en números i etiquetes? En una de les entitats, o l'entitat que va fundar amb altra gent, Nico Hirt, Appel pour une école démocratique, crida per una escola democràtica, en un dels textos més recents es llegeix: hem de combinar la instrucció clàssica amb la formació politècnica, teòrica i pràctica, i amb una formació activa en els valors de la cooperació, la solidaritat, el respecte pel medi ambient i el treball de tothom. Aquest és el nostre projecte. Seria massa demanar? Seria massa ambiciós? Creiem que és simplement una condició sine qua non de la democràcia i de la justícia. Sobre això tracta la conferència d'avui. Cedeixo la paraula al professor Nico Hirt. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Nico.
Teniu la paraula. Merci. Je voudrais tout d'abord m'excuser parce que je ne maîtrise aucune de vos différentes langues, ni le catalan, ni le castillan, et je vais devoir m'exprimer en français, mais heureusement on m'a mis un traducteur qui va vous faciliter la tâche de la compréhension. S'excusa abans de res dient que no coneix el català ni tampoc el castellà i que per tant ho farà en francès i jo intentaré bonament traduir el que pugui. Aprofito per fer un parèntesi, els tecnicismes pot ser que se me n'escapi algun, no és el meu tema, l'educació, per tant demano també en aquest sentit la vostra comprensió. Je voudrais deuxièmement remercier monsieur le professeur pour sa magnifique introduction. À vrai dire, presque tout a été dit. Agraeix a Toni Tor la seva introducció perquè diu que amb el que ha dit ho ha dit quasi tot. Il ne me reste plus qu'à développer un peu et argumenter ce que vous venez d'expliquer. Desenvoluparà, doncs, tot el que ha dit en l'introducció, ho desenvoluparà ell. En tout cas, je ne pense pas que les grandes contradictions ce soir seront entre nous. Elles seront peut-être avec vous, mais pas ici à la tribune. Les grans contradiccions aquest vespre no seran doncs, entre ells dos, sinó en tot cas amb vostès. Bien. Dans de nombreux pays, on est en train d'introduire, ou on a introduit dans certains pays depuis 20 ans déjà, une réforme pédagogique, en tout cas quelque chose qui est présenté comme une réforme pédagogique et que dans le monde francophone on appelle l'approche par compétences. En molts països, des de fa 20 anys, s'ha introduït una reforma pedagògica i que en el món francòfon s'anomena reforma per competències. Elle présente pas mal de similitudes avec une doctrine que dans le monde anglo-saxon on appelle competency-based education, quoique ce n'est pas exactement la même chose. Presenta moltes similituds amb una doctrina que en el món anglosaxó es diu competency-based education. Però que, malgrat tot, no és la mateixa cosa. Dans le monde francophone, et je crois au-delà, ici aussi en Espagne, pour autant que je suis bien informé, cette approche par compétences est présentée comme l'héritière des pédagogies dites constructivistes. En el món francòfon i pel que ell sap també aquí a Espanya, aquesta aproximació a les competències es tradueix per... se traduit par, pardon? Comment? Oui, en Espagne, dans le monde francophone, se traduit par... J'ai perdu votre dernière phrase. Non, quelle est l'héritière des pédagogies constructivistes? És l'hereva de la pedagogia constructivista. Parallèlement, on observe que dans tous les pays industrialisés, tous les pays développés, les programmes d'enseignement sont de plus en plus orientés sur les compétences. Paral·lelament, s'observa que en tots els països desenvolupats, dans tous les pays développés, les programmes d'enseignement sont de plus en plus orientés sur les compétences. Els programes d'ensenyament estan cada vegada més enfocats de cara a les competències. Ça veut dire que les programmes ne sont plus définis comme un corpus intégré de connaissances, de savoir. Vol dir que els programes no estan definits com un corpus integrat de saber, mais comme des compétences à atteindre à travers la mobilisation de certaines connaissances. Sinó de competències a aconseguir a través de la mobilització de certes competències. Parmi ces compétences, on a des compétences dites de base, qui sont jugées particulièrement importantes dans les premières années d'enseignement. Entre aquestes competències hi trobem les que s'anomenen competències de base, que són particularment importants en l'ensenyament. Ce glissement vers les compétences s'accompagne d'autres réformes ou d'autres changements profonds dans le système éducatif. Aquesta deriva cap a les competències ve acompanyada de diverses reformes en el sistema educatiu. On assiste ainsi à une polarisation, une dualisation croissante du système d'enseignement. Assistim d'aquesta manera a una dualització constant del sistema d'ensenyament. On assiste aussi à une dérégulation
des systèmes éducatifs. Assistim igualment a una desregularització del sistema educatiu, C'est-à-dire à un abandon du rôle régulateur central de l'État a un abandonament del rol regulador central de l'Estat au profit de réseaux d'établissements scolaires qui sont davantage en compétition mutuelle. en profit de xarxes escolars que estan en competència competència mútua entre elles. Autre évolution, c'est l'omniprésence, la présence de plus en plus forte de systèmes d'évaluation. Una altra evolució és la presència cada vegada més forta dels sistemes d'avaluació. Évaluation des élèves, Avaluació dels alumnes, évaluation des professeurs, avaluació dels professors, évaluation des établissements scolaires avaluació dels centres escolars et évaluation des systèmes éducatifs via les fameuses enquêtes PISA. i avaluació dels sistemes educatius a través dels famosos sistemes PISA. La première partie de mon exposé ce soir consistera à essayer de vous montrer que les évolutions qui sont à gauche sur le schéma ici découlent non pas de considérations pédagogiques, mais découlent essentiellement de demandes qui viennent du monde économique. La primera part de la seva exposició d'aquest vespre consistirà a demostrar que les evolucions no venen tant del sistema educatiu, sinó de demandes del sistema econòmic, del món econòmic. Et que c'est cette évolution-là des systèmes éducatifs qui a servi de justification à l'introduction de l'approche par compétences. I què és aquesta evolució del sistema educatiu que ha servit d'aproximació al sistema de competències? Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous montrer que l'approche par compétences non seulement n'est pas une héritière des pédagogies constructivistes, A la segona part intentarà demostrar que l'approche par compétences n'est pas une héritière des pédagogies que constructivistes, l'aproximació per competències no és una hereva de les pedagogies constructivistes, mais qu'elle est même diamétralement opposée. sinó que ella és fins i tot de manera diametralment oposada. Bien, je commence par cette première partie. On va essayer de comprendre l'évolution dans le champ de l'éducation, de l'école, à partir des évolutions dans le champ économique, en haut à droite, technologique, en haut à gauche, et dans le monde du travail, en rouge, là-bas. Intentarem comprendre, anant a l'esquerra, On va comprendre ça. À partir comprendre el món de l'escola. A partir de l'esquerra tenim el sistema tecnològic, a la dreta tenim el sistema econòmic i a sota tenim el sistema de treball. Bien. Au niveau de l'environnement économique, le capitalisme, depuis plus de 35 ans maintenant, est plongé dans une ère de profonde instabilité, d'incertitude. En l'entorn econòmic, el capitalisme des de fa 35 anys està sotmès a una profunda inestabilitat. Cette instabilité est liée à une crise de surcapacité de production. Aquesta inestabilitat està lligada a una crisi de sobreproducció. Surcapacité de production. Sobrecapacitat de producció. Je ne comprends pas bien la langue, mais j'entends tout de même un tout petit peu. Surcapacité de production. Sobrecapacitat de producció. Surcapacité de production, ça veut dire qu'aujourd'hui, les capacités de production mondiales ne sont utilisées qu'à raison de à peu près 65 à 70%. Això vol dir que la sobrecapacitat de producció mundial no s'utilitza més que en un 65-70%. Alors qu'on était à 80%, 85% à la fin des années 60. Mentre que a finals dels anys 60 estàvem a un 80% d'aquesta utilització. Cette surcapacité de production entraîne un excédent de capitaux. Aquesta sobrecapacitat de producció comporta un excedent de capitals. Ben oui, parce que s'il y a déjà trop de moyens de production, il est difficile de trouver des secteurs où investir de nouveaux capitaux. Perquè si hi ha una sobrecapacitat de producció, costa de trobar espais on invertir els capitals. Les deux surcapacités de production et
excédents de capitaux entraînent une exacerbation de la compétition économique. Les dues sobrecapacitats de producció entraînent, vous répétez s'il vous plaît? Entraînent une exacerbation de la compétition économique. Una exacerbació de la competència econòmica. Compétition, hein? Sí. Ouais. Et... Compétition, competència. C'est correct. C'est correct. J'ai toujours du mal parce que le mot compétence et le mot compétition, dans votre langue, c'est le même. Alors, j'ai énormément de peine à comprendre comment il fait pour faire la part des choses. Mais bon. Bien. Et tout ça dans un environnement qui est aussi marqué par et qui est induit par ce qui précède un environnement d'austérité budgétaire. Tot això en un entorn marcat per una austeritat pressupostària et une précarité des travailleurs. I una precarietat dels treballadors. Alors, cet environnement, il conduit les décideurs économiques à faire pression sur l'État pour que l'école, l'enseignement, se recentre sur ses missions essentielles. Aquest entorn condueix en els que prenen les decisions econòmiques a, vous répétez que le système éducatif se recentre sur ses missions essentielles. Que el sistema econòmic es recentri... Non, le système éducatif. Que el sistema educatiu, perdó, es recentre sur ses missions essentielles. Sobre la seva missió essencial. Et quelle est la mission essentielle de l'école aux yeux des dirigeants économiques? C'est de produire du capital humain. I quina és la missió de l'escola a la mirada dels que prenen decisions sobre l'economia? És produir capital humà. Produire du capital humain, c'est-à-dire produire des travailleurs adaptés à l'évolution actuelle des besoins économiques. És a dir, produir treballadors adaptats a les necessitats actuals econòmiques. Cette vision de l'école a été officialisée au sommet européen de Lisbonne en 2000. Aquesta visió de l'escola ha estat oficialitzada a la cimera europea l'any 2000. J'ai traduit? Oui. L'objectiu central de la reforma dels sistemes educatius és d'ajudar a Europa a convertir l'economia del coneixement la més competitiva i el més competitiva i el més dinàmica del món, capaç d'un creixement econòmic sostenible. Et quelques années plus tard, l'OCDE dit à peu près la même chose. Uns quants anys més tard, el 2012, l'OCDE diu més o menys la mateixa cosa. Per ser competitiu en el mercat mundial, Europa ha de disposar de sistemes d'ensenyament i de formació que responguin a les demandes del mercat de treball i dels aprenents. On a donc vraiment, au sein de l'Union européenne ou de l'OCDE, une vision de l'école qui est une vision instrumentale, économiquement instrumentale de l'école. Tenim, doncs, al si de l'OCDE i de la Unió Econòmica una visió purament instrumental de l'escola. Mais on est aussi dans une période d'austérité. Et l'austérité signifie qu'il y a moins de budget disponible pour l'éducation. Estem en un període d'austeritat, i austeritat vol dir que hi ha menys pressupost per l'educació. Et donc on a un définancement relatif des systèmes éducatifs. Hi ha, doncs, un desfinançament relatiu del sistema educatiu. Je fais une parenthèse. On pourrait se dire, tiens, quand on regarde le budget de l'éducation, en Espagne ou ailleurs, ce budget est en train d'augmenter d'année en année. Diu, aprofita per fer un parèntesi, mirant els pressupostos, podria semblar que els pressupostos tenen tendència a augmentar. Mais quand on compare cette évolution à l'évolution du PIB, du produit intérieur brut, on a plutôt une stagnation. Però quan es compara aquest augment amb l'evolució del PIB, notem que hi ha un estancament. On avait eu une augmentation dans les années 50, 60, 70, mais depuis les années 80, on a plutôt une stagnation. Hi ha hagut una puja als anys 50, 60, 70, però a partir dels anys 80 hi ha un estancament. Vous me direz qu'une stagnation, ce n'est pas une diminution. Direu que un estancament no és una disminució. Mais les effectifs, notamment dans l'enseignement supérieur,
eux, ils ont continué de croître, ils ont continué d'augmenter. Però els efectius, sobretot en l'ensenyament superior, han continuat a créixer, han continuat a pujar. Donc si on rapporte les dépenses d'enseignement d'une part au PIB et d'autre part au nombre total d'élèves et d'étudiants, c'est bien un définancement qu'on observe aujourd'hui dans la plupart des pays membres de l'OCDE. Si doncs, analitzem la despesa, veiem que hi ha un desfinançament en l'ensenyament superior. Donc il y a des financements relatifs par rapport au nombre d'étudiants et au PIB. En relació al nombre d'estudiants i al PIB. Et là, on est obligé de se dire qu'il y a peut-être une contradiction. I arribats aquí estem potser obligats de veure que hi ha una contradicció. Les mêmes milieux économiques qui demandent que l'enseignement produise plus efficacement du capital humain demandent aussi que l'enseignement coûte moins cher. El mateix mitjà econòmic, el mateix sistema econòmic que demana que hi hagi més inversió en ensenyament, demana que l'ensenyament sigui menys car. Comment faire mieux? Mieux entre guillemets, parce que ce n'est pas ma vision d'un meilleur enseignement, mais comment faire mieux en termes de production de capital humain avec moins d'argent? Com es pot fer millor, entre cometes, en termes de capital humà, amb menys inversió. C'est la contradiction que les décideurs des systèmes éducatifs doivent résoudre aujourd'hui. És la contradicció que els que decideixen sobre el sistema econòmic avui dia han de prendre. Et les économistes qui ont l'oreille de la Commission européenne et de l'OCDE, voici ce qu'ils répondent pour résoudre cette contradiction. I els economistes responen a això. Cal, entre cometes, reformes institucionals més aviat, més que no pas una expansió de les fonts, dels recursos a l'interior del quadre institucional existent. L'expansion des ressources, c'est ce qu'on a connu tout au long des 30 Glorieuses, dans les années 50, 60, 70 et encore au début des années 80. L'expansió dels recursos és el que hem conegut durant tota aquesta època d'expansió dels anys 50, 60, 70 i fins i tot dels anys 80. Et les économistes, M. Hanouchek, M. Wössmann, qui signent ce texte, nous disent « c'est fini ça, il faut arrêter de mettre plus d'argent dans l'enseignement ». Els economistes, els dos noms que signen aquest document, diuen s'ha acabat això, no podem seguir posant més diners a l'ensenyament. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des réformes qualitatives. Ara el que toca són reformes qualitatives. C'est-à-dire, il faut s'attaquer aux structures du système d'enseignement. És a dir, hem d'atacar l'estructura del sistema d'ensenyament, au contenu de l'enseignement, als continguts de l'ensenyament et même aux méthodes pédagogiques utilisées dans cet enseignement. I fins i tot els mètodes pedagògics utilitzats en aquest ensenyament. Pour comprendre ce que l'orientation sur le capital humain dans ce contexte-là signifie, il faut maintenant prendre en compte d'autres changements dans le champ du travail. Per comprendre que l'orientació sobre el capital humà en aquest context significa, hem de prendre en compte il faut prendre en compte les évolutions dans le champ du travail. Les évolucions en el camp del treball. Depuis le milieu des années 90-90, on nous dit que nous vivons dans une société de la connaissance. Des de mitjan dels anys 90 ens diuen que vivim en la societat del coneixement. Une économie de la connaissance, knowledge economy. Una economia del coneixement. Mais quand vous regardez l'évolution du marché du travail, ce que vous observez, ce n'est pas du tout qu'on a besoin de plus en plus seulement de travailleurs hautement qualifiés. Però quan mireu l'evolució del mercat de treball us adoneu que no hi ha pas necessitat de treballadors cada vegada més qualificats. Je suis toujours en doute si la traduction correspond à ce que j'ai dit. J'ai dit, on n'a pas seulement besoin de travailleurs de plus en plus qualifiés. No tenim pas només necessitat de treballadors qualificats. Mais on a aussi besoin de plus en plus de travailleurs pas du tout qualifiés. Però necessitem treballadors, cada vegada més treballadors, gens ni mica qualificats. En d'autres mots, l'évolution du marché du travail, c'est une polarisation. En aquest sentit, el mercat de treball tendeix a una polarització. On la voit sur ce graphique. Ho veiem en aquesta gràfica. Vous voyez l'évolution
des emplois pour 4 catégories d'emplois. Les catégories sont en anglais ici. Veiem l'evolució de la gràfica en 4 categories, estan en anglès, en la gràfica que veieu a la pantalla. Les 2 lignes qui montent très fort, ce sont les high skilled, c'est-à-dire les emplois très hautement qualifiés, et les elementary, c'est-à-dire les emplois élémentaires, ceux qui ne nécessitent aucune qualification. Les 2 línies que pugen en amunt, hi ha les 2 categories, la dels altament qualificats i la dels que no necessiten qualificació. Alors que les 2 lignes, la ligne qui stagne et la ligne qui descend, ce sont les emplois moyennement qualifiés. La línia que està estancada són les feines mitjanament qualificades. Oui, donc celles qui stagnent, ce sont les moyennement qualifiés non manuels, et celles qui descendent, ce sont les moyennement qualifiés manuels. O sigui, una és la que està estancada, és la no manual, o sigui, mitjanament qualificats no manual, i la que baixa en avall és la dels mitjanament qualificats manual. Voici les prévisions du CDFOP, un organisme européen qui étudie le marché du travail, les prévisions du CDFOP d'évolution du marché du travail européen d'ici 2025. Aquí teniu la previsió fins a l'any 2025 que fa CDFOP. Teniu a la gràfica de la pantalla. Et donc vous voyez en haut, effectivement, une forte augmentation, une forte demande d'ingénieurs, d'enseignants, de médecins, de techniciens, d'infirmiers. A dalt veieu els quadres superiors, enginyers, ensenyants, metges, tècnics, infermers, infermeres. Et on voit au milieu une diminution de l'emploi des agriculteurs qualifiés, des ouvriers qualifiés, des artisans. A la meitat del quadre veiem com van en avall les ocupacions de la gent del camp qualificada, dels obrers qualificats i dels artesans, dels venedors i de la gent que es dedica als serveis. Et tout en bas, vous voyez une augmentation très forte des vendeurs, des travailleurs des services et de tout ce qui concerne des tâches élémentaires. A baix, doncs, els venedors i els serveis i les tasques elementals, que són els que puja fort. Le résultat, c'est que il y a aujourd'hui sur le marché du travail beaucoup de travailleurs qualifiés qui sont occupés en fait dans des emplois non qualifiés. El resultat és que tenim en el mercat de treball molta gent qualificada que treballen en feines no qualificades. Dans ces conditions, face à un marché du travail qui se polarise, la rationalité économique veut qu'on arrête de courir après une démocratisation de l'enseignement. De cara a un mercat de treball polaritzat, la racionalitat econòmica veut qu'on arrête de courir après une démocratisation de l'enseignement. Vol que deixem de córrer o deixem de pensar cap a una democratització de l'ensenyança. L'OCDE est très claire à ce sujet. Voici ce qu'elle écrit. L'OCDE és molt clara en aquest sentit, ens diu això. Tots, c'est tous les élèves. Sí, tots els alumnes, vol dir quan diu tots, no s'acolliran pas a una carrera en la dinàmica del sector de la nova economia. De fet, la major part no faran més que programes escolars que no poden ser concebuts com si tots haguessin d'anar més lluny. Les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Cela veut dire que les programmes scolaires doivent être conçus de sorte que certains au moins n'aillent pas trop loin. Els programes escolars no poden ser concebuts com si tots haguéssim d'anar lluny. O sigui que els programes escolars han de ser concebuts com si pocs poguéssim anar lluny. Que certains au moins n'aillent pas trop loin. Que alguns almenys no vagin gaire lluny. Si le marché du travail réclame des remplisseurs, de distributeurs de canettes de coca, si el mercat de treball demana gent que es dediqui a omplenar les màquines de vending de Coca-Cola,
des gens qui vendent des hamburgers dans des trains à grande vitesse, gent que vengui hamburgueses a trens d'alta velocitat. il n'est pas nécessaire de former 100% d'universitaires. No és necessari que tinguin una formació universitària. Et il n'est pas nécessaire d'investir plus dans l'enseignement que ce que réclame le marché du travail. I no és necessari invertir més en l'ensenyament que allò que reclama el mercat de treball. Une deuxième évolution dans le champ du travail, c'est son extrême imprévisibilité. La segona evolució en el camp del mercat de treball és la seva extrema imprevisibilitat. En raison du développement des technologies, et notamment des technologies de l'information et de la communication, En raó del desenvolupament de tecnologies, sobretot de tecnologies de la comunicació i l'informació, en raison aussi de l'instabilité générale de l'environnement économique, en raó també de la inestabilitat general del sistema econòmic, il est quasiment impossible de prévoir quels seront les marchés porteurs dans 5 ans ou dans 10 ans. és gairebé impossible de preveure quins seran els mercats portadors, els mercats que vindran d'aquí 5 o 10 anys. On ne peut pas prévoir quels seront les besoins en qualification dans 5 ans ou dans 10 ans. No es pot preveure quines seran les necessitats en qualificació d'aquí 5 o d'aquí 10 anys. On ne sait même pas à quoi ressembleront les rapports techniques de production dans 5 ans ou dans 10 ans dans les usines ou dans les services. No sabem ni tan solament quines seran les relacions tècniques, les necessitats tècniques a les fàbriques o als serveis. En d'autres mots, on est face à une demande du marché du travail qu'il est impossible d'anticiper. En altres paraules, estem de cara a un mercat de treball que és impossible d'anticipar. L'OCDE écrit: L'OCDE escriu que els joves que entren en el mercat de treball estaran abocats a canviar d'ocupador, o sigui, de feina, diverses vegades durant la seva carrera. En aquestes condicions, per estar preparat pel mercat de treball actual, s'ha de ser capaç de fer front a la incertesa i al canvi. Dans ces conditions, ce qu'on va demander à l'école, ce n'est pas tellement de produire des qualifications, de transmettre des savoirs, des savoir-faire, mais plutôt de préparer les travailleurs à être flexibles et adaptables. En aquest context, el que es demana a l'escola no és de produir qualificacions, de produir saber, sinó de generar treballadors preparats pel mercat. Voici ce qu'écrit le Conseil européen. Això és el que escriu el Consell Europeu. Cal preparar ciutadans europeus que siguin aprenents motivats i autònoms. Fins i tot s'han d'interpretar les exigències d'un mercat de treball precari, en el qual les feines no duren tota la vida. Han d'agafar ells mateixos la seva pròpia responsabilitat en la formació a fi i efecte de mantenir les seves competències al dia i de preservar el valor sobre el mercat de treball. Quand elle était commissaire européen à l'éducation, Edith Cresson disait: Quan era comissari europea d'Educació, Edith Cresson deia: el saber s'ha convertit a les nostres societats i en les nostres economies en evolució ràpida, un producte... Oui, ça va, ça suffit. La première phrase suffit, elle est claire assez. C'est com vulgui. Qu'est-ce que ça signifie en termes de contenu d'enseignement? Què és el que significa en termes de continguts d'ensenyament? Cela signifie qu'aujourd'hui, le plus important n'est pas que l'école transmette des savoirs qui seront très vite obsolètes, comme dit Madame Cresson. Això vol dir que l'escola no és important que produeixi, que transmeti sabers, que, com diu la senyora Cresson, doncs, de seguida caduquen, mais que l'école apprenne aux futurs travailleurs à pouvoir rapidement maîtriser des savoirs nouveaux. Sinó que l'escola ensenyi als futurs treballadors d'una manera molt ràpida a controlar aquests sabers nous.
Et c'est là qu'on trouve le nouveau concept de compétence. I aquí és on trobem aquest nou concepte de competències. Je dois expliquer que le mot compétence a changé de signification au cours des 30 dernières années. Vol explicar que la paraula competències ha canviat de significat en els últims 30 anys. Il y a 30 ans, le mot compétence était essentiellement utilisé dans la formation professionnelle. Fa 30 anys només s'utilitzava en la formació professional. Dans la formation professionnelle, la compétence désignait un ensemble de connaissances, de savoir-faire, d'expériences et d'attitudes qui permettaient à un travailleur de mener à bien une tâche. Fa 30 anys designava un conjunt de coneixements, de sabers, d'actituds que portaven el treballador a ser capaç de desenvolupar una tasca. Je vous dis tout de suite que je n'ai aucun problème avec cette compétence-là. Us vol advertir que ell no té cap problema amb aquest sentit de les competències. J'espère que mon plombier, mon dentiste et le pilote de l'avion que je prends demain sont, de ce point de vue-là, des gens compétents. Ell espera que tant si es tracta del llauner com de l'electricista o del que ha de conduir un avió, doncs siguin competents en el que fan, en la feina que fan. Mais aujourd'hui, le mot compétence a pris une nouvelle signification. Però avui la paraula competències ha adquirit una nova significança. Et cette nouvelle signification est la suivante. I aquest nou significat és el següent. La compétence ne s'identifie plus au savoir, au savoir-faire, donc aux connaissances, au savoir-faire et aux attitudes. La competència ja no s'identifica al saber fer, als coneixements i a les actituds. Elle ne s'identifie plus à ces éléments qui sont considérés comme des ressources. No s'identifica ja en aquests elements que es consideren recursos, Des ressources qu'il faut être capable de mobiliser recursos que s'ha de ser capaç de mobilitzar, que cal mobilitzar, pour mener à bien une tâche. per aconseguir portar a bon fi una tasca. Et la compétence n'est pas les ressources, la compétence est la capacité de mobiliser des ressources. La competència, doncs, no és el recurs, sinó la capacitat de mobilitzar els recursos. Et on ajoute de plus en plus, d'année en année, on ajoute de plus en plus souvent que les tâches qu'on doit être capable d'exécuter doivent être des tâches complexes et inédites. I s'afegeix a través dels anys que les tasques que s'ha de ser capaç de desenvolupar han de ser tasques complexes i inèdites. Par exemple, en France, en 2015, quand on a introduit l'approche par compétences chez vos voisins du Sud, vos voisins du Nord, pardon, mes voisins du Sud, moi je viens de Belgique, je ne sais pas si on vous l'a dit, on a défini la compétence comme ceci. A França, el 2015, quan s'ha introduït l'aprenentatge per competència, s'ha definit la competència d'aquesta manera. Una competència és l'aptitud per mobilitzar recursos, és a dir, coneixements, capacitats, actituds, per aconseguir una tasca o fer front a una situació complexa o inèdita. On voit très bien à quel point cette définition de la compétence comme objectif d'enseignement répond à la demande de flexibilité et d'adaptabilité de la main-d'œuvre. Veiem fins a quin punt aquesta redefinició de la competència té a veure amb la demanda de mà d'obra. La demande de flexibilité et La demanda de flexibilitat de la mà d'obra. L'OCDE le dit très clairement. L'OCDE ho diu de manera molt clara. Per quines raons aquestes competències es retroben ara al davant de l'escena? Són protagonistes. És perquè els ocupadors han reconegut en elles factors claus de dinamisme i de flexibilitat. Una força de treball dotada d'aquestes competències
és capaç d'adaptar-se contínuament a la demanda i els mitjans de producció en constant evolució. Ce n'est pas de la censure si je saute de temps en temps une diapositive, mais c'est parce que je vois le temps qui avance. Si salta alguna diapositiva és pel temps. Je voudrais revenir sur cette dualisation du marché du travail dont on a déjà parlé. Voldria tornar altra vegada a parlar d'aquesta dualització del mercat de treball. Quels sont ces emplois non ou peu qualifiés qui émergent aujourd'hui de plus en plus? Quines són aquestes feines poc o gens qualificades que estan emergent cada vegada més avui dia? Vous avez ici la liste des 28 emplois qui ont connu la plus forte croissance aux États-Unis entre 2000 et 2010. Teniu una llista de 28 feines que són les que han conegut una ocupació creixent als Estats Units entre l'any 2000 i l'any 2010. Tous les emplois qui sont en bleu clair sont des emplois qui sont, dans le document d'où j'ai tiré ces chiffres, qualifiés de short-term on-the-job training, formation de courte durée sur le tas. Totes les feines que veieu en color blau són feines considerades de formació curta, formation de courte durée sur le tas. Formació de curta durada en el temps. In English, short-term on-the-job training. Le numéro 1, restauration et fast-food. El número 1, restauració i fast-food. 673 000 créations d'emplois en 10 ans. 673.000 creacions de feina en 10 anys. Puis vous avez le vendeur au détail. El venedor al detall. Vous avez le caissier. El caixer. Le clerc de bureau ou employé général de bureau. El cap d'oficina. Je ne sais pas si vous voyez, quand on dit que le clerc de bureau est un emploi non qualifié ou faiblement qualifié, c'est tout de même un peu étonnant. No deixa de ser estrany que una feina com la de cap d'oficina sigui considerada com una feina poc qualificada. Parce que cet employé de bureau, sur son bureau, il a probablement un téléphone. Voilà son téléphone. Sí, perquè aquest cap d'oficina, doncs segurament que té il doit pouvoir dire bonjour monsieur, veuillez patienter un instant, je vais vous mettre en communication avec un tel. Ha de poder dir bon dia senyor, tingui un moment d'espera que el posaré en contacte amb fulano de tal. Oui, il doit pouvoir dire ça, ou il doit pouvoir dire bonjour senior, ou good morning sir, I will put you... Oh, warten Sie einen Augenblick bitte. En d'autres mots, on lui demande de pouvoir baragouiner 2 ou 3 langues étrangères. Il ne doit pas maîtriser, pouvoir lire Shakespeare dans le texte, mais il doit pouvoir comprendre et dialoguer un petit peu avec 2 ou 3 langues étrangères. És important que sàpiga xampurrejar 2 o 3 llengües estrangeres, no pas tant que sàpiga o que hagi llegit Shakespeare. Sur son bureau, il a aussi un ordinateur. En la seva oficina té un ordinador també. Il doit encoder tous les appels qui entrent et qui sortent. Ha de poder entrar totes les trucades que entren i surten, poder-les codificar. Il doit recevoir les mails, mettre le spam à la poubelle. Ha de rebre els mails, llançar les escombraries als spams. Transférer le reste à qui de droit dans l'entreprise. Transferir la resta a qui li toqui, a dins de l'empresa. Je ne sais pas si vous voyez, on attend de lui quand même un certain nombre de compétences de base. S'esperen d'aquesta persona un cert nombre de competències de base. Comme c'est une liste américaine, le suivant c'est l'agent de sécurité. Com que és una llista americana, el següent és un agent de seguretat. Je suppose qu'aux États-Unis, pouvoir se servir d'un revolver est une compétence de base aussi. Als Estats Units, poder-se servir d'un revòlver sembla que és una competència de base també. On continue un peu la liste et on arrive à droite. Je pense que c'est à peu près en 20e position, on a les manœuvres. Tenim a la dreta, ell pensa que és més o menys a la posició número 20, manobres. Les manœuvres, il y a 50 ans, quand on parlait d'emplois non qualifiés, on pensait à des manœuvres. Fa
Fa 50 anys, quan parlaven de feines no qualificades, es pensava en un manobre. Des travailleurs non qualifiés, des entreprises, des usines. Els treballadors no qualificats d'empreses i de fàbriques. De l'industrie, pardon, c'est ce que je voulais dire. De l'indústria. Sí, el sentit de manobra és en el sentit de treballador bàsic, no de manobra. Mais aujourd'hui, à part les manœuvres, tous ces emplois non qualifiés sont dans le secteur des services. Totes aquestes feines no qualificades estan al sector de serveis. Et tous ces emplois nécessitent non seulement de pouvoir lire, écrire, calculer, mais aussi d'autres compétences de base. Totes aquestes feines no només necessiten poder llegir, parlar, calcular, sinó altres competències de base. Dont la liste est ici. Amb aquesta llista, comunicació... Attends. On va prendre un exemple. Si les Français n'avaient pas été en grève, je serais venu en TGV hier. Diu que si a França no hi hagués hagut la vaga, ahir hagués vingut amb el tren d'alta velocitat, amb el TGV. Et à peine monté dans le TGV à Bruxelles, j'aurais entendu dans le haut-parleur. I just quan hagués pujat al TGV a Brussel·les, hagués sentit pels altaveus. Le bar est ouvert, voiture 7. El bar està obert. Oui, ça c'est... Coach numéro 7. Non, il a d'abord dit en français, puis coach numéro 7, et puis the bar is open in coach 7, the bar is open in rijtuig 7, der bar is geöffnet, Fahrzeug 7. Communication dans la langue maternelle, communication dans une langue étrangère. Comunicació en llengua materna, comunicació en llengua estrangera. Derrière le bar, il a 5 systèmes différents pour chauffer ou cuire des aliments. Darrere el bar, del mostrador del bar, hi ha 5 sistemes diferents per coure o escalfar aliments. Un grill, un micro-ondes. Un grill, un microones. Un four mixte. Un forn mixte. Etc. Etc. Derrière son bar, il a un grand tableau. A darrere hi ha una gran pissarra. Avec une longue explication. Amb una explicació ben llarga. Sur comment il doit remettre le courant quand il y a eu une panne de courant. Sobre com s'ha de fer per tornar a connectar la corrent quan hi ha una avaria elèctrica. Il lui faut donc un minimum de culture mathématique et de compétences de base en sciences et technologies. Per tant, li cal un mínim de cultura matemàtica i de competències de base en ciències i tecnologia. Tout ce qu'il vend, il doit l'introduire dans un petit ordinateur de bord. Tot el que ven ho ha d'introduir en un petit ordenador. Il doit donc avoir de la culture numérique. Per tant, ha de tenir cultura numèrica. Chaque fois qu'on lui installe un nouveau système, cada vegada que li instal·len un nou sistema, il ne faut pas qu'il dise « Oh là là, il me faut 2 mois de formation ». No cal que digui « Ara em calen 2 mesos de formació ». Mais il faut qu'il sache apprendre à apprendre. Només ha de saber aprendre a aprendre. Le bar du TGV se trouve entre les premières et les deuxièmes classes. El bar del TGV està situat entre la primera i la segona classe. Et il faut faire la conversation aux uns et aux autres. I s'ha de saber conversar tant amb els de primera com els de segona. Il faut donc des compétences interpersonnelles, interculturelles, sociales et civiques. Calen doncs competències interpersonals, interculturals i competències socials i cíviques. Et il faut beaucoup d'esprit d'entreprise. Cal molt esperit d'empresa. Pour répéter toutes les 15 minutes que le bar est ouvert en voiture 7. Per poder repetir cada 15 minuts que el bar està obert al cotxe número 7. Cet ensemble de compétences devient le noyau dont se doivent s'occuper les enseignants et les écoles. Aquest conjunt de competències esdevenen el nucli en el que s'han d'apoyar els ensenyants i els escolars. La flexibilité ne signifie pas seulement que les enseignants doivent produire des élèves adaptables et flexibles, mais signifie aussi que le système d'enseignement doit être adaptable et flexible. No és només que els ensenyants hagin de ser adaptables i flexibles, sinó que el sistema d'ensenyança ha de ser adaptable i flexible. Et un système d'enseignement adaptable et flexible, c'est un système d'enseignement qui n'est plus régulé centralement par l'État, mais qui est autonome,
où les écoles sont autonomes et en compétition l'une avec l'autre. I un sistema d'educació adaptable i flexible és un sistema que ja no està tan regulat per l'Estat, sinó que ha de ser autònom i, finalment, Autonome et en compétition mutuelle. autònom i amb competència mútua. Voici encore ce qu'expliquent Wössmann et Schutz, deux économistes qui ont l'oreille de la Commission européenne. És aquí encara el que expliquen Wössmann i Schulz, els economistes que estan al cas del que diu la Comissió Europea. Polítiques que introdueixen la competició, la lliure elecció i les forces del mercat en el sistema escolar han demostrat que posseeixen un fort potencial per fer evolucionar els sistemes escolars cap a un nivell d'eficiència més elevat. Et enfin, cette dérégulation, dans un contexte d'excédent de capitaux, ouvre la porte à la privatisation marchande de l'enseignement. Je vous demande de répéter. La dérégulation, dans un contexte d'excédent de capitaux, ouvre la porte à la privatisation marchande mercantil. Privatisation marchande, elle prend toutes sortes de formes. La privatització del mercat agafa tota mena de formes. Ça va depuis l'offre de soutien scolaire par des sociétés privées aux parents dont les enfants sont en difficulté. Va des de l'oferiment de suport escolar en llocs on els pares estan en dificultats, jusqu'à la création d'entreprises scolaires, fins a la creació d'empreses escolars, surtout dans l'enseignement supérieur et dans la formation tout au long de la vie. Sobretot en l'ensenyament superior i en la formació al llarg de tota la vida. On introduit aussi dans l'école des techniques de management issues du secteur privé. S'introdueix també a l'escola tècniques de management, sobretot en el sector privat, qui est la réponse logique au fait qu'on met les écoles de plus en plus en compétition entre elles. Que és la resposta lògica per posar a les escoles en competència entre elles. Et aussi la réponse logique au fait qu'on encourage le rapprochement entre l'école et le monde de l'entreprise. I la conseqüència lògica d'encoratjar l'escola en el món de l'empresa. Voilà pour les évolutions qui sont induites par le contexte économique et social sur l'école. Fins aquí les evolucions induïdes pel sistema social i econòmic de l'escola. Je vous rassure, je serai plus bref sur la deuxième partie. Serà més breu en la segona part. Je voudrais analyser ce que signifie exactement cette fameuse approche par compétences qui se présente comme étant une nouvelle pédagogie. Voldria analitzar què és el que significa aquesta aproximació per competències, aquest aprenentatge per competències. Je vais prendre pour point de départ une définition qui vient de deux chercheurs belges qui ont été parmi les premiers à populariser cette idée d'approche par compétences. Agafarà d'entrada la definició de dos cercadors belgues que han definit el que és aquest aprenentatge per competències. On va le lire ensemble. Dans l'approche par compétences, nous disent-ils, les contenus matières ne sont plus considérés comme une fin en soi. Els continguts matèries, en ells mateixos, no estan considerats com una finalitat en ells mateixos. Mais ils sont considérés comme une ressource que l'apprenant doit s'approprier. Sinó que estan considerats com un recurs que el que aprèn, del qual el que aprèn s'ha d'apropiar. Pour développer des compétences. Per desenvolupar competències. Le rôle de l'enseignant n'est plus de transmettre ces contenus. El paper, la funció del que ensenya no és ja la de transmetre continguts matèries. Mais de concevoir et de gérer des séquences d'apprentissage, sinó de concebre i de gestionar seqüències d'aprenentatge dans lesquelles les apprenants sont confrontés
à des situations nouvelles et motivantes. en les quals els que aprenen estan confrontats a situacions noves i motivadores, Qui les amènent à interagir pour chercher et traiter que els porten, l'information nécessaire. que els porten a interactuar per buscar i tractar la informació necessària per fer front adequadament i o donar-hi sentit. On va essayer de résumer ça. Je vais sauter deux diapositives pour gagner un peu de temps. On va essayer de résumer. La première chose que disent les défenseurs de l'approche par compétences, c'est que, et ce souci est tout à fait louable, c'est que dans l'enseignement traditionnel, le savoir est parfois un savoir mort, dont l'élève ne perçoit pas la signification. La primera cosa que diuen els defensors d'aquest aprenentatge per competències és que l'ensenyança tradicional, el saber, és un saber mort, dont les élèves ne perçoivent pas la signification, le sens. en el qual els alumnes no perceben el sentit. Et nous disent-ils, si on part d'une situation concrète, d'une pratique, alors cette pratique va donner du sens au savoir. I ens diuen, si parteixen d'una situació concreta, aquesta situació donarà sentit al coneixement, al saber. Voilà. C'est un souci que je respecte et que je trouve même tout à fait louable. Diu que és una inquietud que ell respecta, que la troba fins i tot lloable. La deuxième chose, nous disent les défenseurs de l'approche par compétences, La segona cosa que ens diuen els defensors de l'aprenentatge per competències c'est que c'est à force d'utiliser un savoir, de le pratiquer, qu'on va bien le maîtriser. que és a base d'utilitzar un saber que el controlarem bé. Lorsqu'on est capable d'utiliser un savoir pour résoudre un problème, alors on a fait la preuve qu'on est compétent et qu'on maîtrise ce savoir. A partir del moment que se sigui capaç d'utilitzar un saber per resoldre un problema, es demostrarà que es té un coneixement profund d'aquest saber. Je dois dire que là encore, ça part d'un souci tout à fait louable. Diu que fins i tot aquí també pensa doncs, que és una preocupació lloable. Moi, j'ai été professeur de physique Ha estat professor de física ell mateix et je me suis souvent arraché les cheveux, parce que des élèves étaient incapables d'utiliser en physique des connaissances acquises en mathématiques. i s'estirava els cabells de comprovar que els alumnes eren incapaços d'utilitzar en física coneixements adquirits en matemàtiques. Ils maîtrisaient des techniques, mais ils ne percevaient pas le contexte où ils pouvaient mettre ces techniques en œuvre. Controlaven les tècniques, però no coneixien el context en el que podien posar aquestes tècniques mans a l'obra. Et donc ce problème de la capacité d'utiliser les savoirs dans des situations concrètes est un vrai problème dans l'enseignement. I això és un verdader problema a l'ensenyament. La troisième chose que nous dit l'approche par compétence, c'est que dans une démarche d'apprentissage, il faut que l'élève soit un acteur et le professeur un accompagnateur. La tercera cosa que ens diu en un recorregut d'aprenentatge és que cal que el professor sigui... L'élève est un acteur et le que l'alumne sigui un actor accompagne l'élève dans son i processus. que el professor acompanyi l'alumne en aquest procés d'aprenentatge. La quatrième chose, en fait je fais la synthèse du texte qu'on a lu, la quatrième chose c'est que l'objectif de la démarche et l'objet de l'évaluation aussi n'est pas le savoir mais est la compétence. La quarta cosa és que l'objectiu i la finalitat de l'avaluació és la competència Et pas le savoir. i no el saber. Le savoir, lui, n'est qu'une ressource. El saber es converteix en un recurs, no és més qu'un recurs. On dit même dans le texte qu'on a lu que c'est une information. Fins i tot diuen que només és una informació. Ça fait référence à l'idée que nous vivons dans une société où les connaissances sont directement disponibles.
Això es refereix a una societat, o s'entén en el context d'una societat en la que la informació està directament disponible. Le savoir, on va aller le chercher directement sur Internet quand on en a besoin. El saber anirem a buscar-lo directament a internet quan en tinguem necessitat. Je voudrais maintenant critiquer cette conception. Ara voldria criticar aquest concepte. D'abord, dire que la pratique donne sens au savoir, c'est une vision extrêmement réductrice du sens et de la relation entre la pratique et la connaissance. D'entrada, dir que la pràctica és el que dona peu al saber és una visió reductora de la relation de entre la pratique et la théorie. Entre la pràctica i la teoria. Sí. La relation entre la pratique et la théorie, c'est pas juste que la théorie peut être utilisée dans la pratique. La relació entre la pràctica i la teoria no és pas només que la teoria pot ser usada a la pràctica. C'est aussi que, à partir de la pratique, on va produire des savoirs théoriques. És també que a partir de la pràctica podem produir sabers teòrics. Dans la pratique, on fait des observations, des expériences. A la pràctica fem observacions, experiències. On acquiert des connaissances empiriques. S'adquireixen coneixements empírics. Parfois, ces connaissances empiriques, on va les généraliser. A vegades aquests coneixements empírics els generalitzarem. Par un processus d'induction, de déduction. Per un procés d'inducció, de deducció. Et on va produire des concepts théoriques. I produirem conceptes teòrics. Ces concepts théoriques vont parfois entrer en contradiction avec de nouvelles observations. Aquests conceptes teòrics a vegades poden entrar en contradicció amb noves observacions. Et on va devoir les modifier. I els haurem de modificar. Et parfois, quand on a des théories qui fonctionnent assez bien, I a vegades quan tenim teories que funcionen prou bé, on peut les utiliser pour construire de nouvelles théories. Les podem utilitzar per construir noves teories. Tout ce processus de construction du savoir Tot aquest procés de construcció del saber est un processus complexe qui donne sens aux és un connaissances. procés complex que dona sentit a la coneixença. Réduire le sens de la connaissance uniquement à sa capacité, à son efficacité dans l'action, Reduir el sentit del coneixement únicament a l'eficàcia en l'acció c'est appauvrir le savoir. és empobrir el saber. C'est le vider de toute sa richesse conceptuelle. És buidar-lo de tota la seva riquesa conceptual. De la même façon, dire qu'on maîtrise un savoir parce qu'on sait l'utiliser, De la mateixa manera, dir que es controla un saber perquè se'l sap utilitzar c'est oublier que la maîtrise du savoir consiste d'abord à comprendre d'où il vient. és oblidar que el control, el domini del saber és saber també d'on ve. Le troisième élément ici, l'élève acteur et le professeur accompagnateur, peut donner l'impression que ça ressemble un petit peu au discours qu'on entend dans les pédagogies constructivistes. El tercer element que veieu a la pantalla, el de l'alumne actor i el del professor acompanyant, pot semblar que ens porta cap al constructivisme. Dans certaines conceptions radicales du constructivisme, on imagine que l'élève doit tout découvrir tout seul du moment qu'on le met dans des bonnes conditions pour le découvrir. En algunes interpretacions radicals del constructivisme s'interpreta que es pensa que l'alumne ha de poder desenvolupar-se sol si se'l posen les condicions idònies per que ho faci. Personnellement, je suis plutôt partisan d'une vision plus pragmatique du constructivisme. Ell és més partidari d'una visió més pragmàtica del constructivisme. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est que le savoir, que l'élève traverse un processus, participe à un processus où on reconstruit le savoir. Lo important per ell és que l'alumne participi en un procés en el que es construeix el saber. Qu'il le fasse seul, qu'il le fasse avec l'aide d'un professeur, qu'il le fasse collectivement en groupe, ou qu'il le fasse simplement en étant passif, mais à écouter
comment on reconstruit ce savoir, peu importe. Que ho faci sol, que ho faci de manera col·lectiva, que ho faci acompanyat, Peu importe. importa poc. Ce qui est important, c'est que dans un processus de construction du savoir, le but et les moyens de la démarche sont exactement le contraire de ce qu'ils sont dans l'approche par compétence. El que és important és que en el procés de construcció del saber, Le but et les moyens sont le contraire la finalitat i els mitjans són el contrari, c'est le contraire de l'approche par compétence. de l'aprenentatge per competències. Dans l'approche par compétence, l'objectif, c'est d'être capable de résoudre un problème, de mener à bien une tâche. En l'aprenentatge per competències, L'objectif, l'objectiu c'est de mener à bien une tâche. és d'aconseguir una tasca, una funció. Et le savoir est une ressource qu'on utilise pour ça. I el saber no és més que un recurs que s'utilitza per aquesta finalitat. Dans une pédagogie constructiviste, c'est le contraire. En una pedagogia constructivista és el contrari. L'objectif, c'est le savoir. L'objectiu és el saber. Et la pratique est le moyen d'atteindre, de reconstruire un savoir. I la pràctica és el mitjà d'aconseguir un saber, d'arribar fins a un saber. Une pédagogie constructiviste est une pédagogie qui sert à apprendre à comprendre le monde. Una pedagogia constructivista és un saber que Une pédagogie qui sert à apprendre à és comprendre le una monde. pedagogia que ensenya a comprendre el món. Une pédagogie d'approche par compétence est une pédagogie qui apprend à être productif. Una pedagogia, un aprenentatge per competència és una pedagogia que ensenya a aprendre per ser Être productif. productiu. On a une pédagogie émancipatrice ou une pédagogie productiviste. Hi ha una pedagogia emancipadora o una pedagogia productivista. J'avais prévu un exemple, mais je vais le passer. Si jamais il y a des questions à ce sujet, on y reviendra. C'était un exemple de ma pratique de physicien, mais Diu que havia previst un exemple en la seva pràctica de físic, però diu que par contre, je vais retenir cet exemple-ci qui est un exemple issu d'un autre secteur, celui de l'étude de l'histoire. Diu que el que sí que farà serà, de totes maneres, reproduir aquest text que teniu a Ce la sont les pantalla. premières lignes des nouveaux programmes d'histoire qui ont été introduits en Belgique en 2001. Són les primeres línies del nou programa d'història que es va introduir a Bèlgica el 2001, Au moment de l'introduction de l'approche par compétence. al moment de la introducció de l'aprenentatge per competències. Voici ce qu'on y lisait. C'est des programmes, excusez-moi, programmes de 5e année secondaire, donc l'avant-dernière année du lycée. És el programa del penúltim any de l'institut. És el 5è any de secundària que Vas-y, és a Bèlgica. tu peux traduire. La construcció progressiva per cada alumne d'un quadre de referència i d'una visió organitzada de la història d'Occident en el món no constitueix, doncs, en absolut l'objecte final de l'avaluació. Només el control de les 4 competències anunciades aquí sota estarà pres en compte, comptarà. Seleccionar els ensenyaments, les informacions útils, analitzar i criticar un conjunt de recursos, organitzar una síntesi Okay. Concevoir. i concebre, preparar i aconseguir una estratègia de comunicació d'un saber històric. Dans mon école, un professeur avait donné à ses élèves l'instruction de réaliser un dépliant publicitaire pour les voyages historiques en Turquie. A la seva escola, un professor havia encarregat als alumnes d'elaborar un fulletó publicitari Pour les voyages, pel viatge a Turquia, les voyages à caractère historique. un viatge de caràcter històric. Donc ils ont d'abord sélectionné des renseignements utiles en allant chercher sur Internet. Han seleccionat en primer lloc informacions útils buscant-les a internet, esclar. Ils ont critiqué les sources. Han criticat les fonts. Ça vient du ministère du tourisme turc
c'est pas tout à fait sûr. Si ve del Ministeri de Turisme de Turquia no és gaire segur. Ça vient de Wikipédia, c'est OK. Si ve de Wikipèdia és ok. Puis ils ont organisé une synthèse, c'est-à-dire qu'ils ont classé tout ce qu'ils avaient trouvé par date. Han organitzat una síntesi, o sigui que han classificat per dates tot el que han trobat, Ou par époque historique, o per èpoques històriques, l'époque byzantine, l'époque ottomane, l'època bizantina, l'època otomana, et par et classement par région aussi. i la classificació per regions també. Et puis ils ont, dernière phrase, dernière compétence, ils ont conçu une stratégie de communication. I última fase, última competència, han concebut una estratègia de comunicació, Ça veut dire qu'ils sont retournés sur les ordinateurs o sigui que s'han posat davant de l'ordinador et ils ont tapé des textes et fait un beau dépliant. i han picat els textos per fer un fulletó ben bonic. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien appris, Diu que ell no diu que no hagin après res, mais ils n'ont certainement rien appris de l'histoire. però segur que no han après res d'història. Parce que l'année suivante, quand moi je les ai eus au cours de physique, L'any després, el curs següent, quan ell els ha tingut a física, et que j'ai expliqué l'histoire du concept de lumière, i quan ha explicat la història del concepte de les llums, et que j'ai parlé d'un scientifique arabe qui s'appelait Ibn al-Haytham, i quan ha parlat d'un científic àrab que es deia Ibn al-Haytham, encore appelé Al-Hazen, et qui est le premier à avoir imaginé, avoir réfléchi à ce qu'était la lumière, que és el primer que ha reflexionat sobre el que era la llum, et qui vivait vers 900, que vivia cap a l'any 900, et que je leur ai donc parlé de la civilisation arabe méditerranéenne de l'époque. que per tant els hi ha parlat de la civilització àrab de l'època. Il n'y en a aucun qui semblait avoir jamais entendu parler de cette civilisation. No n'hi havia cap que semblés haver sentit parlar mai d'aquesta civilització. Oui, bien sûr, ils avaient vu vaguement ça dans leur travail, mais leur énergie n'était pas passée à essayer de comprendre ça. Ho havien vist per sobre en el treball, però la seva energia no s'havia posat, no s'havia dedicat a intentar Leur comprendre. énergie était passée à faire de la recherche sur Internet, La seva energia s'havia dedicat a fer la recerca a internet, à résumer ce qu'ils avaient trouvé, a resumir el que havien trobat, à organiser un petit peu les choses organitzar una mica les coses et à faire un beau dépliant. i a fer, i a elaborar doncs, aquest fulletó. À votre avis, de quel travailleur la société des wagons-lits a-t-elle besoin pour tenir son bar dans le TGV? Segons vosaltres, de quin treballador La société des wagons-lits la societat dels wagon-lits a-t-elle besoin pour té necessitat per cobrir un lloc de treball en el TGV. celui qui a une bonne maîtrise de l'histoire El que té un bon coneixement de la història ou celui qui a fait preuve de cette adaptabilité, de cette flexibilité pour mettre en œuvre ces 4 compétences-là? o el que ha demostrat aquesta adaptabilitat per posar en pràctica aquestes 4 competències. Et donc, si on part de l'idée que notre économie, il faut essayer qu'elle fonctionne le mieux possible, Si partim de l'idea que la nostra economia ha de funcionar el millor possible et que le monde dans lequel nous vivons, il faut essayer d'en reproduire les conditions d'existence sociale, économique, politique, que el món en el que vivim ha d'intentar reproduir les condicions socials, polítiques, econòmiques. alors, d'abord, vous avez perdu votre temps aujourd'hui, En primer lloc, heu perdut el temps avui, parce que l'évolution actuelle des systèmes éducatifs, elle répond parfaitement à ce besoin-là. perquè l'evolució actual del sistema educatiu respon perfectament a aquesta necessitat. Et les inégalités croissantes à l'école ne sont pas le signe de son inefficacité, I les desigualtats creixents a l'escola no són pas el senyal de la seva ineficàcia, mais sont le signe de sa parfaite adéquation avec l'évolution du marché du travail. sinó que són la senyal de la seva perfecta adequació a les condicions noves del mercat de treball. Si en revanche vous pensez que ce monde-là, il faut le changer, Si abans pensava que aquest món calia canviar-la,
alors il faut penser l'école autrement. En aquest cas, s'ha de pensar l'escola d'una altra manera. Alors il faut apporter à tous les futurs citoyens S'ha d'aportar a tots els futurs ciutadans les connaissances dans un vaste domaine qui permettent de comprendre le monde, els coneixements en un ampli domini que permeti comprendre el món, comprendre le monde dans ses dimensions économiques, sociales, comprendre el món en la seva dimensió econòmica, social, culturelles, cultural, artistiques, artística, technologiques, tecnològica, et ainsi de suite, etc. pour être capable de participer au débat qui transforme le monde Per ser capaç de participar en el debat que transforma el món. et ne pas laisser les décisions entre les mains de la minorité sociale ou de la minorité de technocrates qui ont les connaissances. I no deixar les decisions en mans de la minoria social o de la minoria tecnòcrata que domina els coneixements. Et ça, c'est l'objectif d'une école démocratique. I aquest ha de ser l'objectiu d'una escola democràtica. Je vous remercie. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Nico. A partir d'ara obrim el torn perquè pugueu fer preguntes, discrepàncies, consideracions, matitzacions, el que vulgueu. Disposem d'una estoneta per fer-ho. Passaran el micro per contribuir a que se us senti bé. Algú s'anima? Vinga. A on? A on has vist? M'ha semblat que s'assegurava. Ah, la Marisol. Tu vols parlar? Ah, vale. Sembla que està entusiasmat. Que sembla que està entusiasmat. Sí. Bueno, moltes gràcies pel que ens heu explicat, que de fet correspon bastant, jo diria que massa, el que estem vivint també aquí al nostre país, a Catalunya, a les nostres escoles. Les competències bàsiques ja també formen part de la nostra manera d'avaluar i també sembla ser la d'ensenyar. I la pregunta seria, tenint en compte que aquesta escola no democràtica, no pel canvi, s'està instal·lant des de les grans instàncies, la Unió Europea, l'OCDE, el Banc Mundial, fins als nostres propis governs i a dins dels centres a partir moltes vegades de les direccions, per on començar a fer front a això? Perquè jo no vull aquesta escola i crec que molta gent no la vol, però per on comencem? On prend plusieurs questions ou une question à la fois J'aimerais beaucoup réfléchir avant de répondre. Diu que hauria de pensar una estona abans de respondre. Par où commencer à résister? C'est bien ça ta question, Rosa? Je pense qu'il y a un premier problème, c'est que beaucoup de résistance aujourd'hui aux réformes qui sont en cours dans l'éducation sont dominées par une vision réactionnaire sur l'éducation. Diu que hi ha un primer problema i és que moltes de les resistències en aquests moments estan denominades per actituds reaccionàries. Il y a beaucoup de gens qui sont opposés aux réformes dans l'éducation parce que profondément, ils ne pensent pas qu'on puisse changer l'enseignement.
Hi ha molta gent que s'oposa a les reformes perquè no pensen que es pugui canviar l'ensenyament. Ils sont contre des réformes qui veulent démocratiser l'école. Estan contra les reformes que volen democratitzar l'escola parce qu'ils pensent que c'est bien qu'il y ait des filières pour les élèves qui sont faits pour les connaissances théoriques et d'autres qui sont faits pour les connaissances plus pratiques. Perquè pensen que ja està bé que hi hagi alumnes, hi hagi un sistema d'educació amb derivades cap a alumnes que estan pensats pels coneixements teòrics i d'altres que estan pensats cap als coneixements pràctics. Que s'il y a des élèves qui sont bons en maths et d'autres qui sont moins bons en maths, c'est parce que les uns ont la bosse des maths et les autres pas. Perquè si n'hi ha que són bons en matemàtiques i d'altres que no, n'hi ha que... O sigui, és perquè uns serveixen per matemàtiques i els altres no serveixen per matemàtiques. Et que finalement, il vaudrait mieux en revenir à l'école d'il y a 60 ans. I que finalment valdria més retornar a l'escola de fa 60 anys, quand la très grande majorité des enfants n'allait pas au-delà de l'école primaire. Quan la majoria d'infants no anaven més enllà de l'escola primària. Ou pas beaucoup au-delà de l'école primaire. Cette vision réactionnaire qui est basée sur l'idée que tous les élèves, que tous les enfants ne sont pas forcément capables d'apprendre. Aquesta visió reaccionària fonamentada sobre la idea que tots els nens no són igual capaços d'aprendre. Elle est entretenue par la succession de mauvaises réformes des systèmes éducatifs. Està abonada per la successió de males reformes del sistema educatiu. À force d'avoir vu des mauvaises réformes, les enseignants ou des enseignants finissent par ne plus croire qu'il est possible d'améliorer l'école. A base d'haver vist tantes males reformes, els ensenyants estan convençuts que no és possible una reforma de l'escola. Et donc pour en arriver à ta question, je pense que la première chose, si on veut avoir une possibilité d'améliorer l'école, la primera cosa, anant directament a la teva pregunta, si es vol tenir una possibilitat real de millorar l'escola, c'est de montrer aux professeurs qui aujourd'hui subissent des réformes comme l'approche par compétences, és de demostrar als professors que actualment pateixen l'aprenentatge per competències, que ces réformes n'ont rien à voir avec une ambition de démocratiser l'enseignement, que aquesta reforma no té res a veure amb una reforma amb l'ambició de democratitzar l'ensenyament, même si on leur dit le contraire, encara que els diguin el contrari, mais que ces réformes répondent d'abord, principalement et même essentiellement à des objectifs économiques. Aquestes reformes responen en primer lloc, principalment i essencialment, a objectius econòmics. Et ce n'est que si on arrive à les convaincre de cela, qu'on pourra les convaincre ensuite que d'autres réformes sont possibles. I només si els convencem d'entrada d'això, els podrem convèncer a continuació que d'altres reformes són possibles. Alguna pregunta més? Allà dalt. Hola, bona nit. Qui fait généralement avec ce monsieur? Il est où ce monsieur? Je ne le vois pas. Bona nit. Allà darrere. Bona nit. Dues coses. La primera, relacionada amb el món educatiu, professionals i sistema que ensenya com fer professor, ja és corrupte o ja està preparat per ensenyar el menys possible i perquè els professors puguin explicar el menys possible. Això està passant des de fa com a mínim 50 anys. Relacionat amb això, la quantitat de llibres i informació que està desapareixent i el sistema que els nens utilitzin internet exclusivament,
Davant d'això, com ens podem defensar si el professor o l'educador que ha d'ensenyar ja està incapacitat per ser crític? Je ne suis pas 100% certain d'avoir bien compris la question. Diu que no està 100% segur d'haver entès bé la pregunta. Mais bon, je vais essayer quand même de répondre à ce que je crois avoir compris. Intentarà respondre de tota manera. Moi, je ne dis pas que l'utilisation d'Internet est forcément une mauvaise chose. Ell no diu que la utilització d'internet sigui una mala cosa en ella mateixa. Mais ce que je conteste, c'est que le savoir puisse être disponible directement sur Internet. El que ell no està d'acord és de pensar que el saber pugui estar disponible directament a internet. Parce que c'est une conception du savoir qui le réduit à une pure information. Perquè és un concepte del saber que el redueix a una pura informació. Un vrai savoir, ça fait appel à un processus de construction, de conceptualisation. Un veritable saber demana un procés de construcció, de conceptualització. Ça ne se trouve pas comme ça dans un livre ou sur Internet. No es troba així com així en un llibre o internet. Deuxièmement, je pense qu'un usage intelligent d'Internet, en segon lloc, pensa que una utilització intel·ligent d'internet, par exemple, être capable de chercher des sources fiables, per exemple, ser capaç de buscar fonts de confiança, ça passe d'abord par une bonne maîtrise du sujet sur lequel on effectue une recherche. Passa d'entrada per un bon coneixement del subjecte objecte de la recerca. Dire qu'on va apprendre à des élèves à trouver des sources fiables dans le domaine historique sur Internet, dir en els alumnes que trobaran fonts fiables a internet, alors qu'ils n'ont pas encore de connaissances historiques, quan encara no tenen coneixements històrics, c'est mettre la charrue avant les bœufs. És posar el carro davant dels bous. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'espère haver respost a la pregunta. C'est l'avantage des problèmes linguistiques, c'est qu'on peut répondre à la question qu'on a envie. La segona sí, la primera t'ho resumeixo molt. El sistema que habilita la persona per fer de professor des de fa molts anys està al poder. Davant d'això, el coneixement és limitat. Sí? Quina és la pregunta? No, faig una pausa perquè li puguis traduir. Ja li anava traduint a l'orella. Ja. I davant d'això, si el professor no ha adquirit els coneixements adequats, en la majoria, com és possible o de que ens podem defensar davant d'això si el qui hi ha davant no ho sap? Je crois que je comprends. Un des concepts à la mode dans l'approche par compétence, c'est le concept du professeur ignorant. Un dels conceptes de moda en l'aprenentatge per competències és el del professor ignorant. Le professeur ignorant, c'est le professeur qui ne cherche pas à transmettre son savoir. El professor ignorant és aquell que no busca transmetre el saber, mais qui découvre le savoir, qui accompagne les élèves dans la découverte du savoir. Sinó aquell que acompanya els alumnes en la descoberta del saber. Et c'est vraiment accompagner, ce n'est pas guider. I és acompanyar, no guiar. Dans le constructivisme, on dit parfois aussi qu'il faut arrêter de transmettre le savoir. En el constructivisme es diu a vegades també que s'ha de deixar de transmetre el saber. Mais quand un constructiviste dit qu'il faut arrêter de transmettre le savoir,
il ne parle pas de son objectif, il parle de sa méthode. Quan un constructivista diu això, no parla del seu objectiu, sinó del seu mètode. Je vais peut-être illustrer ça avec un texte. Ho Si vous me il·lustrarà permettez amb une seconde, text, un je vais segon, essayer de busca. le retrouver. Mais il me manque une partie. Je vais essayer de le retrouver. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Ah là là, j'ai perdu une partie du texte. Ça, c'est pas de chance. Banque mondiale, il n'est plus là. Non, excusez-moi, je croyais avoir un texte intéressant ici, mais malheureusement, un tout petit moment, hein, je crois que je vais le trouver. Ici, voilà. Voilà. Voici un texte dans lequel on parle de ce professeur ignorant. Heus aquí un text en el que es parla d'aquest professor ignorant. Je ne vais pas vous dire tout de suite de qui il est, ce texte. No ens dirà de qui és. Les systèmes d'éducation traditionnels, Els sistemes d'educació tradicionals, dans lesquels l'enseignant est la seule source de savoir, en els quals l'ensenyant és l'única font de saber, sont mal adaptés pour préparer les gens à travailler dans une économie de la connaissance. estan mal adaptats per preparar la gent a treballar en una economia del coneixement. Certaines des compétences qu'exige une telle société, Algunes de les competències que exigeix aquesta societat, comme le travail en équipe, la résolution de problèmes, la motivation d'apprendre tout au long de la vie, com el treball en equip, la resolució de problemes, la motivació d'aprendre durant tota la vida, ne peuvent être acquises dans un environnement d'apprentissage où les enseignants dictent des faits, no es poden adquirir en un entorn d'aprenentatge en el qual els ensenyants dicten fets que les apprenants tâchent de mémoriser dans le seul but d'être capables de les restituer. que els que aprenen tracten de memoritzar amb l'única finalitat de ser capaços de restituir-los. Le texte n'est pas fini, mais remarquez au passage la vision un peu caricaturale de l'enseignement traditionnel qui est proposé ici. Hein. Les enseignants dictent des faits que les apprenants doivent seulement restituer. Diu que fixem que el text no està acabat, només n'hi ha una part, però que fixem-nos en aquesta part final que diu que els que aprenen han de memoritzar amb la finalitat de restituir. Moi qui étais à l'école il y a un demi-siècle, Jo que estava a l'escola fa 50 anys, oui, un demi-siècle donc, je préfère un demi-siècle. prefereix mig segle que 50 anys. Moi qui étais à l'école il y a un demi-siècle, je ne me souviens pas d'avoir eu des enseignants qui se contentaient de me dicter des faits que je devais seulement restituer. No se'n recorda dels ensenyants que li dictaven aprenentatges només sabers amb l'única finalitat de restituir-los. Mais bon, continuons. Équiper les gens avec les outils Equipar la gent amb les eines dont ils auront besoin pour fonctionner dans l'économie de la connaissance de les quals tindran necessitat per funcionar a l'economia del coneixement, exige un nouveau modèle pédagogique. exigeix un nou model pedagògic. Les professeurs et les formateurs doivent devenir des facilitateurs d'apprentissage. Els professors i els formadors han de convertir-se en facilitadors d'aprenentatge, Plutôt que des transmetteurs de savoir. més que no pas de transmissors de sabers. Des facilitateurs d'apprentissage plutôt que des transmetteurs de savoir. Et il faut accorder davantage d'importance, mais le reste n'a pas d'importance. Vous savez de qui est ce texte? De la Banque mondiale. Alors, quand la Banque mondiale nous dit que le professeur ne doit pas être un transmetteur de savoir, mais un facilitateur d'apprentissage, il ne dit pas la même chose que ce que nous dit un militant d'un mouvement pédagogique freiné. Diu que quan la Banca Mundial ens diu el que ens diu aquí, no ens diu pas el mateix que un militant de la pedagogia frené. Un militant du mouvement freiné, il dira peut-être que le professeur doit arrêter de transmettre des savoirs et doit devenir un facilitateur d'apprentissage. Mais la signification de cette phrase est complètement différente de celle de la Banque mondiale. Diu que pot ser que ens digui el mateix, però el significat és radicalment diferent del que ens diu, del que ho diu la Banca Mundial.
Le militant du mouvement Freinet, il veut dire qu'il faut transmettre des savoirs, mais pas d'une façon transmissive, pas en les amenant tout fait devant l'élève. El militant del moviment Freinet diu que segurament que ens dirà que hem de transmetre aquests sabers, però no d'una manera transmissiva. Donc, son objectif est bien de transmettre un savoir. El seu objectiu sí que és de transmetre un saber, Mais il pense que la bonne méthode pour le faire, c'est pas de l'amener tout fait dans la tête de l'élève. però el mètode bo per fer-ho no és la de portar-li tot bo i fet en el cap de l'alumne. Alors on peut discuter s'ils ont raison ou pas, mais son objectif c'est bien de transmettre un savoir. Podem discutir si té raó o no, però el seu objectiu segur que és el de transmetre un saber. Par contre, quand la Banque mondiale dit que le rôle du professeur n'est plus de transmettre un savoir, En canvi, quan la Banca Mundial diu que el paper d'un professor ja no és el de transmetre un saber, il faut le prendre au premier degré. s'ha d'agafar en primera importància. La Banque mondiale nous dit ce n'est plus important que l'école transmette des savoirs. La Banca Mundial ens diu ja no és important que l'escola transmeti sabers. Ce qui est important, c'est que les élèves apprennent à être flexibles, adaptables dans toutes les situations qu'ils pourront rencontrer dans la vie. El que és important és que els alumnes siguin flexibles i adaptables a totes les situacions que es puguin trobar a la vida. Et donc pour eux, le prof ignorant, oui, ça ne pose aucun problème. No? Le professeur ignorant, pour la Banque mondiale, ça ne pose pas de problème. Per la Banca Mundial, el professor ignorant no representa cap problema. Algú més s'anima? En tot cas, jo voldria preguntar una cosa, també o comentar, a veure com ho veu ell. L'escola des de la qual nosaltres ara, diguem-ne, si compartim aquest punt de vista que tu defenses... Tu traduiras toi-même la question après. No. L'escola des de la qual parlem és una escola que no ha existit tampoc. És a dir, en el passat, ara faré d'advocat del diable, diguem-ne una mica, no? En el passat, l'aparició, per exemple, de l'escola obligatòria també obeïa les necessitats de la producció. Es tractava de col·locar els nens en uns espais, amb una disciplina, amb un funcionament que d'alguna manera podríem dir que s'assemblava a la fàbrica. No? D'alguna manera. Segurament hi havia algun contingut progressiu o progressista o bo, diguem-ne, en això, des del qual nosaltres potser fem aquesta crítica. Ara bé, com desfer el problema aquest? Perquè moltíssima gent ens ho dirà. I per què l'escola no ha d'estar al servei de l'economia? Com ho resolem, això? És important que trobin una bona feina. Je ne dis pas que l'école ne peut pas être au service de l'économie. Ell no diu que l'escola no ha d'estar al servei de l'economia. Je dis qu'elle ne peut pas être seulement au service de l'économie. Diu que no pot estar només al servei de l'economia. Et je dis surtout que, s'agissant de l'école primaire et des premières années de l'enseignement secondaire, I diu sobretot que, tractant-se de l'escola primària, els primers anys de l'escola secundària, l'objectif principal n'est certainement pas de préparer, d'être au service de l'économie. l'objectiu principal no pot ser de cap manera el d'estar al servei de l'economia. L'objectif principal est d'instituer en chaque jeune un citoyen capable de comprendre le monde. L'objectiu principal ha de ser el d'instituir en cada jove coneixements que li serveixen per comprendre el món. Capable de comprendre le monde et de participer à sa transformation. De comprendre el món i de participar en la seva transformació. Est-ce que ces deux objectifs sont nécessairement contradictoires? Són contradictoris els dos objectius? Pas sur tous les points. No en tots els punts. Nous avons
nous, quand je dis nous, je veux dire les gens qui ont une vision humaniste, démocratique, émancipatrice de l'éducation, nous avons la certitude qu'il faut que les enfants sachent lire et écrire. Els que tenim una visió emancipadora de l'educació volem que els nens sàpiguen llegir i escriure, Qu'ils sachent calculer, que sàpiguen calcular, qu'ils sachent apprendre à apprendre, que sàpiguen aprendre a aprendre, qu'ils sachent s'adapter à des situations et à des connaissances nouvelles. que sàpiguen adaptar-se a situacions i a coneixements nous. Ce sont toutes des choses que demande le patronat aussi. Tot això són coses que també demana la patronal. Mais je pense que la compréhension du monde passe aussi par des connaissances dures. Però pensa que el coneixement del món també passa per coneixements durs. Je vais vous donner un exemple vécu personnellement. Parlarà d'un exemple viscut personalment. Je suis originaire du Grand-Duché de Luxembourg. És originari de Luxemburg. Et quand je suis arrivé en Belgique à l'âge de 6 ans, Quan va arribar a Bèlgica a 6 anys, que j'ai été à l'école en Belgique, que anava a l'escola a Bèlgica, une des premières choses qu'on m'a inculquées, una de les primeres coses que li han inculcat, on m'a fait apprendre par cœur tous les gisements miniers du Congo. li han fet aprendre de memòria Tous les gisements miniers du Congo. totes les mines del Congo, Où on cultivait de la banane, allà on cultivaven plàtans, où il y avait du cuivre et de l'or. allà on hi havia coure i or. Et tout petit, j'avais bien compris l'importance du Congo pour la Belgique. I des de molt petit va comprendre quina era la importància del Congo per Bèlgica. 2 ans plus tard, j'avais évidemment complètement oublié dans quelle région du Congo il y avait de l'or et dans quelle région il y avait du cuivre. Al cap de 2 anys, evidentment, havia oblidat a quina regió del Congo hi havia or i a quina hi havia coure. Mais lorsque, à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré des militants anti-impérialistes Però quan a 18 anys va trobar militants antiimperialistes qui m'ont un peu ouvert les yeux sur le monde, que li han obert una mica els ulls sobre el món, eh bien, toutes ces connaissances ou les réminiscences de ces connaissances sur le Congo ont pris sens pour moi. tots aquests coneixements o les reminiscències d'aquests coneixements sobre el Congo han adquirit un nou sentit. Et encore aujourd'hui, I encara avui je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que la richesse de la Belgique s'est construite sur l'exploitation du travail et des richesses naturelles du Congo. no ha de pensar gaire per entendre que la riquesa de Bèlgica està construïda sobre l'explotació del treball i de les riqueses del Congo. Je pense que les attitudes et les valeurs de solidarité internationale, les valeurs de coopération, ne se construisent pas seulement sur du sentiment. Els valors de solidaritat i de cooperació internacional no es construeixen només sobre sentiments. On peut inculquer aux enfants des valeurs de coopération internationale, de solidarité, mais ces valeurs ne résisteront pas longtemps à des durs événements internationaux. Es poden inculcar els valors de solidaritat i cooperació internacional als infants, però no resistiran gaire temps. Des valeurs d'antiracisme, par exemple, peuvent s'effondrer quand 2 tours s'effondrent à New York. Els valors d'antiracisme es poden enfonsar quan les dues torres bessones s'enfonsen a Nova York. Ces valeurs ne sont solides que si elles sont soutenues par des connaissances. Aquests valors només són sòlids quan estan sostinguts per coneixements. Si on n'a pas appris ce qu'était le commerce triangulaire, Si no s'ha après el que era el comerç triangular, le commerce des esclaves d'Afrique vers l'Amérique en échange qu'est-ce qu'on avait en échange? Il y a un historien dans la salle. Du coton qui revenait, etc. el comerç dels esclaus cap a Amèrica, el cotó que tornava. Si on n'a pas appris ce qu'était le colonialisme, Si no s'ha après què és el colonialisme, toutes ces valeurs d'antiracisme, de multiculturalisme, de coopération
risquent de ne pas être très solides. Tots aquests valors de multiculturalisme, de cooperació, corren el risc de no ser gaire sòlids. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas simplement apprendre à apprendre et être flexible et adaptable, mais qu'il faut aussi des solides connaissances. És per això que ell diu que no només s'ha d'aprendre a aprendre, sinó que calen coneixements sòlids. Même chose pour les sciences. Si on n'a pas une solide formation en sciences, El mateix per la ciència. Si no es té una sòlida formació científica, comment peut-on faire la différence entre des pseudo-sciences, entre des fake news et des choses qui sont avérées expérimentalement, factuellement? com diferenciarem les pseudociències, les fake news, amb allò que és comprovable experiencialment? Il faut avoir appris à confronter ses propres idées à des expériences qui les remettent en cause. S'ha d'haver après a confrontar les pròpies idees amb experiències que les posin en qüestió. Pour moi, c'est tout ça, la formation d'un être humain, et c'est pas juste créer quelqu'un qui soit adaptable et flexible et productif. Per ell és això, la formació d'un ser humà, i no només la de la capacitat de ser adaptable i flexible. Donc, c'est pas opposé à l'économie, mais ce n'est pas se soumettre à l'économie. O sigui que no és oposat a l'economia, però no és sotmetre's a l'economia. Une dernière chose. Última cosa. Il y a un argument qui est systématiquement utilisé par ceux qui veulent nous faire accepter cette révision-là de l'école. Hi ha un argument que s'utilitza sistemàticament pels que ens volen fer passar aquesta revisió de l'escola. Cet argument, c'est l'emploi. Aquest argument és la feina. On nous dit, les jeunes doivent entrer sur le marché du travail. Se'ns diu els joves han d'entrar en el mercat de treball. Si leur formation ne répond pas à ce qu'attendent les employeurs, ils ne trouveront pas d'emploi. Si la seva formació no respon al que demanen els ocupadors, no trobaran feina. Alors là, il faut quand même bien réfléchir. L'équation formation égale emploi est une équation qui est juste sur le plan individuel. L'equació formació igual a feina és una equació que només funciona en el pla individual. Si je veux trouver un emploi, il faut que j'ai une formation qui réponde plus ou moins bien aux attentes des employeurs. Si jo vull trobar una feina, he de tenir una formació que respongui a la demanda dels que donen feina. Et si 80 emplois sont disponibles pour 100 jeunes qui sortent de l'école, si 80 emplois sont disponibles 80 feines estan disponibles pour 100 jeunes, per 100 joves que surten de l'escola, ceux qui trouveront un emploi, ce sont les 80 qui auront eu la formation qui répond le mieux aux attentes des employeurs. Els que trobaran feina són els 80 que tenen la formació que respongui millor a la demanda dels ocupadors. Donc on pourrait se dire, bah oui, il faut que l'école soit adaptée aux attentes des employeurs. Per tant, en aquest sentit podríem dir, sí, és important que l'escola estigui al cas de les demandes dels que donen feina. Mais vous aurez beau mieux former tout le monde en fonction des besoins des employeurs, ce n'est pas pour ça qu'on va créer un emploi en plus. Però encara que formem a tothom segons la demanda dels que donen feina, no és per això que aconseguirem que hi hagi una feina de més. Vous allez simplement augmenter la compétition entre ceux qui cherchent à décrocher l'un des emplois disponibles. Només s'augmentarà la competència entre aquells que busquen una feina disponible. Ça veut dire que l'équation formation égale formation adaptée à l'économie égale emploi, elle est juste sur le plan individuel. L'equació formació igual a feina només funciona sobre el pla individual. Mais elle ne fonctionne pas du tout sur le plan macroéconomique. Però no funciona en absolut en el pla macroeconòmic. Si tous les jeunes ont une formation mieux adaptée aux besoins des employeurs, si tots els joves tenen una formació adaptada a les necessitats dels que donen feina, le seul résultat macroéconomique, c'est l'únic resultat macroeconòmic, premièrement, que les employeurs trouveront une main-d'œuvre mieux adaptée à leurs besoins. És que els que donen feina trobaran una mà d'obra millor adaptada a les seves necessitats. Et deuxièmement, qu'ils la trouveront en plus grand nombre.
I en segon lloc la trobaran de manera més nombrosa. Et s'ils la trouvent en plus grand nombre, ils peuvent faire davantage pression sur les salaires et les conditions de travail. I si la troben de manera més nombrosa, pressionaran sobre els salaris i sobre les condicions de feina. Et puisqu'ils trouvent une main-d'œuvre plus productive, ça veut dire qu'ils produisent plus avec moins de main-d'œuvre. I si troben una mà d'obra més productiva vol dir que produeixen més amb menys mà d'obra. Donc l'adéquation école-entreprise n'est pas un facteur qui crée de l'emploi, Doncs la cohesió escola-empresa no és un factor que creï feina, creï treball, mais sur le plan macroéconomique, c'est un facteur qui détruit l'emploi. però en el pla macroeconòmic és un factor que destrueix ocupació Et les salaires. i salaris. C'est comme si, j'aime toujours prendre cette image, imaginez un général du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Imagineu un general del segle XVI o XVII. Vous savez, quand les soldats avançaient en rang comme ça vers les batteries de canons en face, Quan els soldats avançaven amb rangs cap a les bateries dels canons que hi havia davant, et c'était toujours les soldats des 2 premiers rangs qui étaient tués et blessés. sempre eren les dues primeres files que queien morts o ferits. Imaginez un général qui, face au mécontentement de ses soldats, leur aurait dit ceci: Imagineu-vos un general que que estigui descontent amb aquests soldats. je vous ai compris, j'ai décidé de mettre tous les soldats des 3 premiers rangs à l'arrière. Us he entès, per evitar el descontentament, tots els soldats de les 3 primeres files els poso darrere. Comme ça, il y aura moins de tués et de blessés. I així, d'aquesta manera, hi haurà menys morts o ferits. Ce général nous prend évidemment pour des imbéciles, Aquest general ens pren per imbècils, mais quand la Commission européenne dit, pour résoudre le problème du chômage en Europe, on va améliorer pour tout le monde l'accès aux compétences de base, però quan la Comissió Econòmica diu per reduir l'atur a Europa anem a millorar les competències de base, ils nous prennent pareillement pour des imbéciles. també ens prenen per imbècils, Parce que ça ne va pas créer un seul emploi supplémentaire, perquè no crearà ni una sola ocupació suplementària, mais on va simplement un peu plus mélanger les soldats de l'avant et de l'arrière, c'est-à-dire les victimes seront plus partagées. l'únic que es farà serà barrejar els soldats de les files de davant i les de darrere i d'aquesta manera les víctimes es barrejaran. No sé si per tancar hi ha alguna intervenció més. En qualsevol cas, sembla que no. Anunciar-vos que el 31 de gener serà la nostra propera activitat. Serà una xerrada, també una conferència, a càrrec de Lluc Salelles, periodista, politòleg i polític, que tindrà com a títol El franquisme que no marxa. Una recomanació, abans d'acomiadar els nostres convidats. Quan sortiu veureu que hi ha uns fulletons, sempre són benvinguts els nous socis, perquè si hi ha socis és la garantia de la nostra independència. Gràcies, Nico, per aquesta excel·lent xerrada tan didàctica. Gràcies, Pep, per la teva traducció, que ens ha ajudat molt. Gràcies, Antoni, per la teva introducció. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.